l'émission Miroir de femmes. Miroir de femmes est une émission socio-culturelle qui vise la promotion des droits de la femme, présentée par votre humble servante Tiziana Boué. Nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Madame Chantal Faïda, qui est présidente de l'ONG OUEMA, ainsi qu'activiste sociale, mais également formatrice de leaders politiques de femmes. Avec elle, nous aurons à parler sur certains sujets liés à la femme, ainsi que de l'ONG OUEMA. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous après le confinement? Ça va bien, on continue à sensibiliser la population sur les mesures barrières parce que le virus n'est pas encore éliminé totalement. On n'a pas encore trouvé de remède. Et donc, nous encourageons la population congolaise à respecter les mesures barrières. Merci bien. Madame Chantal Faïda, comme nous venons de le dire lors de la présentation, pouvez-vous vous présenter pour mieux éclairer notre opinion qui est en train de nous suivre partout dans le monde? Merci beaucoup de l'invitation. Chantal Faïda Mwengabiuma, 32 ans, activiste et sociale, formatrice certifiée par ONU Femmes sur le leadership politique de femmes et fondatrice de l'organisation OUEMA, qui veut dire bonté en swahili. C'est une œuvre de bienfaisance des Congolais à l'égard des femmes et enfants défavorisés. Merci Madame Faïda. Essayez un peu de nous éclairer. Qu'est-ce qui vous a motivé à être défenseur des droits de la femme? Parce que nous le savons très bien, il y a plusieurs femmes qui sont aussi de hauts cadres dans ces pays, qui ne militent pas contre la défense de la femme. Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, je pense que la défense des droits des femmes, c'est une passion pour moi, parce que au regard de plusieurs formations que nous avons reçues, beaucoup plus en milieu universitaire et dans le monde associatif, nous nous sommes sentis interpellés parce qu'il y a peu de femmes qui connaissent leurs droits et nous nous sommes engagés à pouvoir devenir défenseurs des droits des femmes pour vulgariser les droits des femmes et aider la nation congolaise à exploiter les ressources des femmes parce que les femmes, c'est une ressource inexploitée en RDC. Vous verrez que nous constituons en termes numériques, nous sommes majoritaires, 52% de la population congolaise est constituée de femmes, mais du point de vue politique et institutionnel, nous sommes à près de 10%, parce qu'au Parlement déjà nous sommes à près de 10% des femmes représentées sur les 500 députés. Et là, c'est un indicateur qui interpelle en disant qu'il y a plus de femmes dans la population, mais il y a peu de femmes qui sont visibles dans les milieux politiques et institutionnels. C'est ainsi que nous avons créé une organisation, nous avons créé une initiative au sein d'une organisation parce que j'étais coordonnatrice du Congrès international congolais, une association de la société civile qui œuvre pour l'émergence d'un nouveau leadership congolais. Et au sein de cette association, nous avons créé ce qu'on appelle le Congrès national de jeunes femmes politiques. Depuis 2016, nous organisons des formations annuelles pour les jeunes femmes de 18 à 35 ans et nous essayons de les former, de les informer, de les renforcer en capacité sur les droits humains, sur le leadership politique des femmes, sur l'administration publique, sur la gestion des finances publiques. Donc nous donner un goût aux jeunes femmes pour que demain nous ayons une grande majorité de jeunes femmes qui se lancent en politique. Parce que pour préparer l'avenir, il faut déjà s'aimer aujourd'hui les grains de leadership au sein des femmes. Et donc aujourd'hui, nous sommes à notre 5e congrès. Donc le premier c'était en 2016 à Kinshasa, le deuxième c'était en 2017 à Lubumbashi, le troisième c'était en 2018 à Kenya, dans l'ex-province du Bandundu. Le 4e, c'était à Matadi en 2019 et en 2020, nous avons tenu ici à Kinshasa au centre Ngada en collaboration avec la Fondation Mapon, le 5e congrès de jeunes femmes. Vous comprendrez que les femmes viennent de toutes les provinces. Ce sont essentiellement des femmes leaders des organisations qui sont renforcées en capacité et qui sont inspirées pour pouvoir servir le pays plus tard, pour celles qui les souhaitent. Merci beaucoup madame. Partant de ça, pouvez-vous nous parler du leadership féminin? Parce que vous venez de le citer ici.
Parlez-nous un peu du leadership féminin. Comment se passent vos formations? Parce que vous avez dit que vous êtes formatrice au sein de la Ligue de femmes politiques. Donc, parlez-nous un peu du leadership féminin. Comment est-ce que ça se passe, vos formations? Ça se passe comment? Merci beaucoup, madame, pour la question. Alors, le leadership, c'est essentiellement l'influence positive qu'exerce une personne à l'endroit d'un groupe pour atteindre un objectif bien déterminé. Alors, quand on parle de leadership féminin, on fait référence aux qualités purement féminines qui entrent en jeu pour aider la mise en œuvre du leadership classique. Et là, nous allons prendre l'exemple en disant, c'est des notoriétés publiques aujourd'hui qu'on dise que la femme, c'est une bonne éducatrice. Alors, le fait que c'est reconnu que c'est elle qui éduque la société, il faut utiliser ce talent, cette compétence qui est presque innée chez les femmes pour qu'elles puissent mettre ces compétences-là au service de la communauté ou de la société de manière générale. Parce que si elle est une bonne éducatrice dans la famille, et que cette compétence, elle vient la mettre au service de la société, elle sera une bonne éducatrice de la société et on n'aura plus des personnes abandonnées ou des enfants dans la rue parce qu'il y aura des femmes qui seront au niveau des postes clés, qui seront déjà que pour éviter qu'il y ait enfants dans la rue, il faut déjà travailler au sein des familles, garantir aux parents toutes leurs responsabilités ou leur donner des ressources suffisantes pour qu'ils puissent être responsables des enfants et plus tard ne pas avoir des enfants dans la rue. C'est un phénomène de société qui étonne et interroge quand même dans notre pays, qui est un pays africain. Et nous savons que dans les pays africains, la solidarité, c'était une caractéristique innée pour le peuple africain. Mais aujourd'hui, nous voyons que les enfants, particulièrement les enfants dans la rue, sont abandonnés parce qu'il y a des problèmes de famille. Les parents n'ont plus les moyens pour donner l'éducation qu'il faut et ils se dédouanent en laissant les enfants dans la rue. Donc ça, c'est juste un exemple que je prends. Madame Faïda, maintenant, quel est l'apport de ces leaderships féminins ici dans notre pays et surtout dans les instances de prise de décision? Quel est l'apport de ces leaderships féminins? Oui, le leadership féminin, là, nous répondons par exemple à l'article 14 de notre Constitution qui consacre la parité dans tous les domaines politiques, culturels, économiques, sociaux. Alors, quand nous aurons plus de femmes à des postes clés, nous pensons qu'il y aura un développement qui va suivre immédiatement. Parce que la femme constitue la majorité de la population. Quand elle participe au processus de prise de décision, il y a des résultats qui suivent parce que les problèmes que les femmes vont porter et elles vont résoudre en étant aux instances clés, ces problèmes-là vont toucher la majorité de la population. Et là, nous pouvons prendre la santé, l'éducation, le social. Alors, notre souci, c'est quoi en tant que défenseur de droits des femmes? C'est que les instruments légaux, notre Constitution, nous avons aussi la loi sur la parité de 2015, nous avons aussi d'autres instruments comme la Convention pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et filles, nous avons la résolution 1325, tous ces instruments, notre pays l'a ratifié. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mis en application. C'est la raison pour laquelle nous interpellons les décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre l'engagement ferme d'appliquer ces instruments et que nous ayons plus de femmes à des postes clés. Aujourd'hui, vous verrez que dans la société, on pense que la femme doit avoir des compétences pour hériter des postes, pour mériter des postes. C'est ça qu'on dit. Oui. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, les hommes qui sont à des postes clés, ce sont des hommes qui ont suivi un parcours scolaire et académique très riche, qui ont été coachés par d'autres décideurs pour les préparer à la prise de fonctions de haut niveau, qui ont été exercés. Donc, c'est-à-dire qu'au sein des partis politiques, il y a des exercices de leadership qu'on donne à beaucoup de gens. Et donc, le fait pour l'homme de bénéficier de tous ces parcours, ainsi que d'autres formations aussi. D'autres formations, fait à ce qu'il soit un bon décideur. Et donc, pour les femmes, on ne peut pas déjà dire qu'elle doit être compétente alors qu'elle n'a pas suivi le même processus. Il faudrait qu'elle aussi soit encadrée, qu'elle ait accès à l'éducation primaire, secondaire, universitaire, qu'elle ait accès à des formations. Et plus tard, les compétences vont suivre. Parce que les compétences, on ne les met pas avec, mais on les obtient au fur et à mesure qu'on est dans l'exercice de la responsabilité. Beaucoup plus de femmes pour les préparer plus tard à devenir des responsables.
des responsables au niveau des partis politiques et plus tard au niveau du pays. Donc c'est comment dire, c'est un processus qui est long pour devenir leader, mais pour les femmes, il y a des qualités qui sont déjà innées, qu'il faut exploiter. Nous prenons l'exemple de l'empathie, la bienveillance, la sensibilité. Aujourd'hui, nous voyons que, par exemple, nous sommes dans une période de pandémie. Il y a beaucoup de ménages qui sont touchés directement parce qu'il n'y a plus d'emplois formels. Les emplois sont supprimés pour raison de manque de revenus dans les entreprises ou les sociétés. Et donc, vous verrez que s'il y a beaucoup de femmes décideurs, elles seront sensibles en disant qu'est-ce que nous pouvons faire pour couvrir ces manques d'emploi aujourd'hui. Vous voyez, mais aujourd'hui dans notre pays, vous sentez que ça traîne les pas. Les autorités, ils traînent les pas pour mettre en place un plan de relance après la pandémie. Alors que si on avait beaucoup de femmes, elles seraient beaucoup plus sensibles en disant, en attendant que nous puissions trouver des emplois formels, nous pouvons au moins garantir l'accès aux soins, on peut dire la maternité gratuite pendant cette période de pandémie. Et là, c'est pas facile pour un homme de savoir que c'est une grande contribution qu'on donne au ménage si déjà on peut alléger certaines charges de ménage en cette période. Donc, ces genres de qualités, nous sommes en train de revendiquer qu'ils se soient utilisés par nos autorités en disant les femmes, ce sont des compétences, ce sont des ressources inestimables qui ne sont pas utilisées dans notre pays, alors qu'il y a des textes qui les recommandent et qui l'exigent, je dirais, parce que quand vous ratifiez un texte, c'est-à-dire que vous vous engagez à respecter tout ce qui est écrit dans ces textes-là. Merci beaucoup, Madame Chantal Faïda. Madame Faïda, vous avez dit que vous êtes également présidente de l'ONG WEMA. Pouvez-vous nous parler de cette ONG, vos actions et votre mission concrètement? L'ONG WEMA, qui veut dire bonté en Swahili, est née en 2012 à Goma essentiellement. C'était lors de la période de conflit, les conflits qui ont opposé nos militaires FARDC et les rebelles M23. Et donc nous sommes allés à la rescousse des déplacés de guerre. On s'est dit en tant que Congolais, il est utile de contribuer aussi à soulager les peines de personnes déplacées parce que ça ne doit pas être seulement les organisations internationales qui viennent aider les personnes déplacées, mais les Congolais aussi ont une responsabilité, c'est même constitutionnel. Vous verrez qu'à l'article 66 de notre constitution, on demande à tous les Congolais de faire preuve de solidarité, surtout quand la paix est menacée. Et donc nous, on a pris cet article cet article en compte en disant on doit agir et nous sommes allés, nous avons récolté des biens, des vivres, des non-vivres pour aller donner aux déplacés de guerre. Mais après, quand les déplacés sont rentrés dans leur milieu, les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, on nous sommes dit qu'on ne va pas croiser les bras, il y a d'autres personnes vulnérables qui sont dans la ville et nous avons commencé par l'octroi des bourses scolaires aux enfants vulnérables, les enfants orphelins ou les enfants vivant dans des familles à revenus très faibles. Et donc, depuis 2015 jusqu'à ces jours, on peut compter 115 bourses offertes aux enfants vulnérables. Et aujourd'hui, à Kinshasa, où WEMA se spécialise beaucoup plus dans la formation à l'entrepreneuriat, nous avons déjà organisé plusieurs conférences et formations à l'entrepreneuriat dans les domaines de l'agriculture, c'est-à-dire l'élevage de poules. On a organisé des formations payantes pour les jeunes pour qu'ils puissent se lancer et on a donné plusieurs modules pour qu'après la formation, ils puissent directement se lancer dans les domaines de l'entrepreneuriat. Donc de manière brève, WEMA se focalise dans les domaines sociaux. On veut aider à l'État parce que chaque Congolais doit contribuer au progrès de notre pays et nous sentons qu'au travers de formation et au travers de l'aide par l'octroi des bourses aux enfants vulnérables, c'est notre contribution à l'avancement du pays. Et ça, nous l'avons obtenu pas nous seuls, mais nous avons eu d'autres Congolais de bonne volonté qui nous ont appuyés et qui nous ont fait confiance. Vous avez des partenaires? Des partenaires essentiellement congolais. On n'a pas encore eu des partenaires d'organisations internationales. Non, c'est juste que là, ce sont des fonds propres, des cotisations des membres et également des Congolais de bonne volonté et d'autres étrangers qui donnent leur contribution de manière individuelle. Mais nous demandons l'appui d'autres organisations nationales et internationales pour que tous nos projets que nous avons puissent aller de l'avant. Et ici à Kinshasa, votre ONG, le siège, ça se trouve où? Nous sommes à Kitambo, l'avenue Kwabo numéro 11. D'accord, merci beaucoup.
Madame Faïda, on peut savoir quelles sont vos ambitions politiques? Parce que vous nous avez parlé, vous êtes aussi présidente de la dynamique de femmes au sein d'un parti politique. Quelles sont vos ambitions politiques? Merci beaucoup, madame. Je suis une ancienne candidate députée provinciale à Goma, au niveau provincial. Ancienne candidate lors des élections de 2018. Oui, j'étais candidate au niveau provincial. Donc, c'est d'abord des élections qui ont beaucoup traîné parce qu'on avait déposé les candidatures d'abord en 2016 pour les élections provinciales, mais ça n'a pas eu lieu. Et on les a couplées avec les élections législatives nationales et présidentielles en 2018. Donc, au sein du parti ADER, Alliance pour le développement de la République. Alors, j'ai voulu être là où les choses se décident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être acteur ou actrice politique dans la RDC, il faut passer par les élections. C'est ainsi que je me suis présentée au niveau provincial, au Nord Kivu, et notre chance n'a pas souri. Donc, nous allons toujours garder nos ambitions pour les prochaines séances. Mais au sein de la dynamique de femmes de l'ADER, nous organisons régulièrement des formations en leadership, en entrepreneuriat pour les femmes membres du parti, parce qu'on doit aussi se former, parce qu'on a vu que la plupart des acteurs politiques aujourd'hui qui sont mis en avant, qui sont plébiscités comme candidats, ils ont un parcours impressionnant en termes de connaissances sur les questions politiques et également en termes d'entrepreneuriat, parce que la politique demande beaucoup de ressources. Et donc les femmes, si elles sont ambitieuses, elles doivent aussi avoir des idées entrepreneuriales et commencer quelque part. C'est ainsi que nous organisons des formations et nous encourageons, nous accompagnons celles qui se lancent à pouvoir bien préparer leur avenir politique. Donc c'est ça que nous faisons au niveau de notre parti, au niveau de la dynamique des femmes du parti ADR. Madame, une petite question de curiosité. Lors des échéances de 2018, vous avez postulé pour le compte de député. Et quand vous militez pour le leadership féminin, je pense qu'en 2023, vous serez candidate présidentielle, madame. Ah non, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Comme on a dit au début, ça demande beaucoup de ressources. Mais l'ambition est là. L'ambition est là. Parce que pour moi, être candidat, c'est accepter de servir. Et quand on dit candidate, députée au niveau provincial, c'est-à-dire je vais servir au niveau provincial. Alors s'il faut servir au niveau présidentiel, ce sera la même énergie que nous allons avoir. Alors dans notre pays, il y a beaucoup de limites financières pour être candidat au niveau présidentiel parce qu'il faut avoir 100 000 $ pour d'abord déposer avant de faire le tour de l'ensemble du pays, battre campagne, faire connaître son ambition. Donc pour le moment, on est d'abord au niveau provincial, pour le Nord Kivu. C'est là où nous avons une base qui nous a donné plus de 1300 voix pour les élections de 2018. Mais nous continuons quand même à formuler toujours ces ambitions-là pour continuer à servir parce que vous verrez que la province du Nord Kivu, c'est une province qui a connu beaucoup de troubles, beaucoup de conflits. Et là-bas, les gens sont en train de se lancer dans les groupes rebelles parce qu'ils veulent faire entendre leur voix. Et nous sommes contre cette stratégie-là. Nous encourageons que les gens passent par la voie des élections, qui est la voie légitime, légale et reconnue dans notre pays, pour pouvoir faire entendre votre voix pour aider les pays. Parce qu'ils vous diront que nous voulons aider notre pays est sous-développé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Mais ce n'est pas par la prise des armes que vous allez aider ces jeunes à avoir l'emploi. Nous nous encourageons que celui qui a des ambitions, ils viennent postuler au niveau légal, la Commission électorale nationale indépendante reçoit les dossiers. S'il est valide, vous postulez, vous battez campagne. Donc on décourage toutes les initiatives des rébellions pour pouvoir faire entendre ce voix. Et donc moi j'encourage les jeunes, les femmes à passer par la voie qui est la grande porte, la voie des élections. Madame Chantal Faïda, nous voulons savoir, vous nous avez parlé lors de votre présentation que vous êtes aussi activiste sociale. Quel est votre apport en tant qu'activiste sociale dans notre pays? Quel est votre apport? L'activisme, c'est un exercice très déterminé ou un exercice très prononcé de défense des droits de manière générale. Et là, pour prendre l'exemple, j'ai un blog que j'anime et sur le blog, j'écris mes pensées sur l'actualité politique du pays.
Et donc, vous verrez qu'aujourd'hui, je vous remercie pour votre émission. Par exemple, vous nous donnez l'espace pour parler de nos activités et c'est une grande chose. Mais beaucoup de gens ou beaucoup d'autres jeunes n'ont pas l'accès facile aux médias. C'est ainsi que par l'activisme au travers du blog, nous partageons nos idées au travers du blog. Et ceux qui ont la possibilité de visiter les sites chantalfaidamondoblog.org, ils verront toutes nos idées sur l'actualité politique et l'actualité sociale de notre pays. À part ça, nous avons aussi le soutien que nous apportons à d'autres organisations de jeunes et de femmes. C'est ça l'activisme. Donc je ne suis pas membre fondateur ou membre effectif, mais quand il y a une demande qui vient d'une organisation en disant que nous avons besoin d'avoir nous avons un plaidoyer et nous avons besoin d'arriver auprès des autorités. Et là, en tant qu'activiste, je me lance dans plusieurs plaidoyers et vous verrez qu'on a eu des résultats de part et d'autre. Donc vous faites de propositions, soit de suggestions aussi au ministère de Genre et Famille, parce qu'on a un ministère qui est consacré à la femme, à la famille également. Quel est votre rapport au sein de ces ministères? Parce que vous êtes activiste, vous êtes aussi une femme qui milite sur le leadership féminin. Oui. Alors, ce n'est pas directement au ministère du genre, mais c'est au travers des services et départements du ministère du genre. Donc, vous verrez que nous contribuons régulièrement dans les services, dans la direction juridique du ministère du genre, le secrétaire général. Alors là, on recourt à nous pour plusieurs idées, pour savoir, nous allons planifier une telle activité, nous allons élaborer un tel document. Si vous avez des idées à donner, nous donnons ces idées-là. Mais c'est beaucoup plus au niveau des organisations locales. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des bons projets, mais ils n'ont pas de soutien en termes d'accompagnement. C'est à ce terme-là que nous venons, en disant, voyons telle autorité. Et nous-mêmes, nous menons le plaidoyer pour que l'autorité puisse accepter de recevoir les jeunes, les écouter. C'est un peu ça le côté activisme. Et aussi, quand il y a des arrestations arbitraires qui sont faites au niveau des organisations de jeunes, nous faisons des plaidoyers, nous écrivons, nous alertons les médias et d'autres décideurs pour qu'il y ait l'exercice des libertés dans notre pays. Parce que nous sommes un pays démocratique. Pour tout jeune ou pour toute personne qui a des idées ou qui a l'envie de manifester ses idées par rapport à la marche du pays, elle doit être accompagnée par la police et pas être réprimée. C'est-à-dire que vous voyez que depuis 2014, nous avons accompagné plusieurs personnes qui ont été arrêtées arbitrairement par nos plaidoyers et également par notre blog, de pouvoir interpeller les autorités à relaxer ces jeunes. Donc, c'est essentiellement un réseau que nous avons créé. Donc, il existe aujourd'hui ce qu'on a appelé le Consortium national de jeunes femmes leaders, qui organise tous les congrès que nous avons dit. Et comme nous sommes à plus de 200 personnes, qui sont la plupart des leaders, chacune de ces membres a des idées, a des projets, et il recourt à nous pour pouvoir l'accompagner. C'est un peu ça l'activisme. Madame Faïda, merci. Nous tendons presque à la fin de notre émission. On voulait savoir, vous avez dit que vous êtes une femme de couple. Y a-t-il un équilibre entre vos occupations et votre foyer? Parce que généralement, vos enfants ont droit à votre éducation parce que vous êtes une mère de famille. Y a-t-il un équilibre? Oui, merci beaucoup. Je dirais que j'ai vraiment la chance d'avoir épousé un homme qui m'accompagne dans les actions ou les activités sociales et politiques. Donc c'est une classe exceptionnelle et je vais recommander à beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore engagés dans les mariages de pouvoir faire les bons choix et de parler de leur ambition à leur futur fiancé avant de pouvoir évoluer parce qu'elle risque d'être limitée. Alors que si vous avez parlé de ça avant, vous serez à l'aise et vous aurez l'accompagnement. Donc c'est toujours bien de ne pas cacher vos ambitions et d'être véridique et de recevoir une personne qui vous accompagne. Alors au niveau de charge de ménage, au niveau de foyer, j'ai une fille et je pense que c'est l'organisation parce qu'aujourd'hui, nous avons la facilité pour les femmes qui travaillent de pouvoir recourir au service de nous, au service de femmes ménagères qui nous aident. Et donc là, nous avons toujours un œil à la maison, un œil au bureau, mais c'est question d'organisation. Si vous êtes bien organisé et que vous donnez les directives comme il se doit, que vous fassiez les suivis, il y aura toujours une bonne suite, mais ce n'est pas facile. Quand on est femme mariée et qu'on est aussi femme activiste, ça demande vraiment une journée de travail qui dépasse même les 24 heures. Mais comme on a
les soucis d'aider notre pays, on ne peut pas mettre ça en avant. Donc nous, on s'est dit, si les hommes ou si d'autres femmes aînées ont pu allier ménage et profession, nous aussi, on n'a pas d'excuse de dire que moi, je ne vais pas y arriver parce qu'il y a ceux qui ont fait ça avant nous et ils l'ont bien fait. Donc nous, on a l'obligation de réussite, l'obligation des résultats, en recourant toujours au conseil des aînés, au conseil des membres des familles et aussi à la religion pour ceux qui prient, pour ceux qui croient en Dieu. Merci beaucoup. Madame Faïda, regardez la caméra, dites un mot à toutes les femmes qui nous suivent parce que nous sommes suivis partout dans le monde. Merci beaucoup. Il y a un auteur anonyme qui a dit que le leadership, c'est quelque chose que tout le monde a parce que tout le monde peut servir. Et donc, j'appelle les femmes, les jeunes femmes, beaucoup plus, qui nous suivent en ce moment, de pouvoir se lancer, de pouvoir prendre une idée parce que le leader, c'est un visionnaire. Il voit le monde qu'il pense, qu'il projette, il le voit déjà réalisé. Et donc, chacun d'entre nous doit avoir déjà son rêve pour aider ces pays. La nation a besoin de chaque main, de chaque idée des femmes pour pouvoir se développer. La plupart des nations développées aujourd'hui, ce sont des nations où les femmes se sont levées et ont décidé de contribuer au bonheur de leur pays. Donc notre RDC aujourd'hui est sous-développée parce que nous femmes, on n'est pas encore debout pour aider. Levons-nous et aidons notre pays. Merci Madame Chantal Faïda. Le bonne chose ne dure pas. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Miroir de Femmes qui a réussi pour vous aujourd'hui Madame Chantal Faïda qui est activiste. Si vous avez suivi l'intégralité de cette émission, un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus, mais également à Madame Dorcas Paipai. Si vous voulez suivre cette émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny. Pour tout contact qui veulent passer à l'émission, pour toute suggestion, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. À la prochaine. Bye.